HC6, Grand 2, l'enracinement de la République, 1879-1899. Comment la culture républicaine parvient-elle à s'imposer? Petit 1. L'affirmation des libertés fondamentales et des valeurs républicaines. Les républicains opportunistes, c'est-à-dire modérés, réformistes par opposition aux républicains radicaux avec Clemenceau, menés par Ferry, Gambetta, tiennent tous les rouages du pouvoir et mettent en place une série de lois qui installent durablement un modèle démocratique et assurent les libertés fondamentales. Tout d'abord, la liberté de la presse en 1881. On va donc avoir une multiplication de la presse, des quotidiens, 250 titres en 1880, dont 70 titres à Paris, à part égale entre les républicains et les royalistes. 2 750 000 exemplaires et avec les progrès techniques, la rotative et les progrès de l'alphabétisation expliquent un tel succès. La presse libre favorise le débat d'idées. Les dessinateurs mettent en scène l'information dans des suppléments illustrés des grands journaux. Exemple, le supplément illustré du dimanche, du Petit Journal, grâce à l'invention de la couleur en 1884, atteint des tirages d'1 million d'exemplaires en 1895. La liberté de réunion. Article 1er. Les réunions publiques sont libres. Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable. La liberté syndicale en 1884, c'est la loi Waldeck-Rousseau qui entraîne la multiplication des syndicats. En 1895, c'est la naissance de la CGT. On y reviendra. Cette loi est à double tranchant car elle vise à surveiller les grèves en obligeant les organisations syndicales à se déclarer en préfecture. Parallèlement, c'est la création des renseignements généraux en 1911, c'est-à-dire la police politique. On a aussi les élections municipales au suffrage universel direct, c'est-à-dire élection du maire par le conseil municipal. La mairie est rendue obligatoire dans chaque village, le bâtiment. Ils rétablissent le droit au divorce et ils laïcisent les hôpitaux et les tribunaux. Les isoloirs sont créés en 1913, on a donc plus de liberté, plus d'indépendance. Mais les Françaises restent privées de droits politiques malgré l'existence d'associations féministes, de suffragettes comme l'Union française pour le droit des femmes créée en 1909. Entre 1880 et 1914, 112 associations et 44 journaux voient le jour dans le pays. Jules Ferry est celui qui permettra l'éclosion des écoles. Donc, en juin 1880, gratuité de l'enseignement primaire public des enfants de 6 à 13 ans. Article 2. Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine en outre du dimanche afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse en dehors des édifices scolaires. Ce sera le jeudi. Article 4. L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de 6 ans révolus à 13 ans révolus. Elle peut être donnée soit dans des établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans des écoles publiques ou libres, soit dans les familles. Et mars 1882, obligation scolaire dans les écoles primaires et laïcité des programmes. Donc, l'école permet d'inculquer les valeurs républicaines. En 1880, Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique, fait voter une loi sur la gratuité de l'enseignement primaire. L'année suivante, il rend l'école laïque et obligatoire jusqu'à 13 ans. La loi de 86 sur l'enseignement primaire laïcise le personnel enseignant. Des milliers d'enseignants, les hussards noirs de la République, comme ils sont surnommés, donc par Charles Péguy dans l'Argent en 1913, sont formés dans des écoles normales. Écoles normales étant les écoles de formation des maîtres. En 10 ans, 20 000 écoles sont construites. Ces lois visent à favoriser l'acquisition d'un libre arbitre face à l'influence du clergé et des notables. Elles doivent permettre aux futurs citoyens d'exercer pleinement leurs droits dans le cadre du suffrage universel. Les programmes sont centrés sur les progrès de la raison, les sciences, la France, sa langue et sa géographie, et les apports de la Révolution française. Donc vous voyez ces deux salles de classe, on peut y retrouver la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais aussi une carte de France afin de connaître la géographie, des images qui permettent de fixer aussi bien les sciences que l'histoire. Vous avez ici des symboles de personnages historiques.
école de garçons, école de filles, où les filles ont quand même un programme très féminin, comme on le disait à l'époque. Le service militaire, donc par la loi de 1889, c'est la loi militaire généralisation du service militaire. Donc le service militaire est d'une durée de 2 ans. Il devient obligatoire pour tous les jeunes hommes d'une classe d'âge, sans exception possible. Il permet un brassage social au sein des régiments et contribue à diffuser dans toute la France les valeurs républicaines, le patriotisme et le mode de vie urbain. Il sera étendu à 3 ans en 1913, étant donné les tensions européennes qui montent. Les grands hommes de la patrie et de la République sont honorés par des obsèques nationales, tels Adolphe Thiers ou Victor Hugo, qui est panthéonisé en 1885, ou encore Louis Pasteur, mais la veuve a refusé les honneurs du Panthéon, donc en 1895, et le cercueil sera conduit à l'Institut Pasteur. Lors des funérailles de l'écrivain, donc de Victor Hugo, le régime associe largement le peuple français à un hommage rappelant les valeurs de la République défendues par Hugo. Alors, dès le 31 mai 1985, la dépouille de Victor Hugo est installée sous l'Arc de Triomphe, sous un immense catafalque, donc estrade funéraire, dessiné par Charles Garnier. Le cercueil sera ensuite transféré au Panthéon, et ça se fait tel un événement populaire. La foule tente d'apercevoir le catafalque et d'entendre les 19 éloges funèbres qui sont prononcés. Au total, 1 à 2 millions de personnes auraient assisté à l'événement. Celui de Louis Pasteur, donc on a le salut de l'armée, on a les funérailles nationales, donc vous voyez tous les drapeaux.